l'introduction pour qu'on puisse finir dans les temps, donc à 12h30. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, c'est un atelier qui vous est proposé par ALTA, donc l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, et qui sera animé donc par Parlons Climat, donc Damien ici présent, qui nous présentera leurs derniers travaux sur l'engagement, en tout cas des agriculteurs et agricultrices en faveur de la transition écologique, comment en parler et comment euh, voilà, comment. Bon, je ne vais pas m'avancer plus sur sa présentation, je lui laisserai vous en dire quelques mots par la suite. Euh, n'hésitez pas, merci à tous ceux qui l'ont fait, voilà, vous présenter dans le chat, comme ça on voit qui est là. Et puis si vous avez des choses des sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent plus particulièrement en lien avec la thématique qu'on abordera aujourd'hui, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et puis à poser vos questions dans l'onglet Q&R. Voilà, ça nous permettra d'y répondre au fil de la présentation. Alors, hop, rapidement, avant de laisser la parole à Damien, vous dire quelques mots sur donc ALTA, donc c'est donc l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires. Donc c'est une alliance d'acteurs et d'actrices engagés dans les questions de transition agricole et alimentaire. C'est un projet qui a émergé en 2021, qui existe officiellement depuis 2022 et qui pour l'instant est porté par Solagro en partenariat avec Alizé Marceau et le soutien de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il y a un comité d'orientation stratégique qui rassemble une quinzaine de structures partenaires donc, qui contribuent à la réflexion stratégique de l'Alliance. Donc, vous avez la liste juste à côté. Et puis, bah voilà, c'est ouvert à tous les acteurs associatifs, collectivités, chercheurs, même individus qui sont intéressés par ces questions-là et qui souhaitent œuvrer pour les transitions agricoles alimentaires sur les territoires. Euh, En quelques mots, Alta, donc l'ambition, c'est de faire alliance pour être à la hauteur des défis écologiques et sociaux. Donc c'est parti du constat qu'aujourd'hui, on n'était clairement pas à la hauteur en termes d'enjeux à la fois sociaux, écologiques, etc., sur les questions de transition agricole alimentaire, et qu'il manquait un lieu où tous les acteurs qui étaient engagés sur ces questions-là pouvaient échanger, se rencontrer, partager leurs problématiques, leurs retours d'expérience, etc. Donc l'objectif d'Alta, c'est vraiment d'être ce lieu où peuvent se rencontrer les acteurs qui travaillent sur ces thématiques, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale. Donc en créant un espace d'échange et de coopération, donc pour faciliter la montée en compétence de tous sur ces questions-là. Et puis aussi en se disant que finalement l'action sur les territoires, on sait que tout ne se joue pas à cette échelle-là, qu'il y a des choses qui se jouent à des échelles nationales, voire européennes, et qu'on a aussi besoin de pouvoir se mettre en lien avec les acteurs qui agissent à ces échelles-là. Donc le deuxième pilier d'Alta, c'est de créer une force de proposition, donc de mettre en lien les acteurs engagés sur les territoires avec des structures qui font aujourd'hui du plaidoyer au niveau national ou européen, donc des ONG, etc., pour se renforcer mutuellement et contribuer à faire évoluer les environnements des transitions agricoles et alimentaires. Après, je laisse la parole à Damien. Juste un dernier mot pour vous dire que depuis, donc sur la période 2022-2024, Alta s'est focalisé sur la question des environnements alimentaires. Donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les environnements alimentaires pour accélérer la transition de notre alimentation vers des assiettes plus durables et plus végétales? Dans ce cadre-là, on a proposé une série d'ateliers. Il y en aura encore un qui aura lieu en septembre. Et puis, j'en profite aussi pour vous inviter aux rencontres nationales d'Alta qui auront lieu le 24 septembre à Paris sur la question des coûts cachés de notre alimentation. Donc voilà, si ça vous intéresse et si les activités d'Alta vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et puis à aller regarder notre site internet, notamment pour si vous souhaitez devenir allié signer la charte d'Alta. Voilà. Damien, moi j'ai fini, donc je te laisse la parole. Hop, et c'est bon. Ah, on t'entend pas. Oui, voilà. Oui, 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 c'est bon. Parfait. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, on a la barre au-dessus, mais c'est pas gênant. On Alors, voit quand même bien ta présentation. alors, attends. Peut-être que si je fais un full screen, Ouais, c'est mieux. parfait. Alors, attendez. Je fais un petit Alors, test ici. et n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, au fil de l'eau dans l'onglet QR. On y répondra à plusieurs temps de la présentation. Donc, voilà. Toutes les questions sont bonnes et pertinentes.
Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci, merci Héloïse et merci à toute l'équipe d'Alta de m'avoir proposé de, voilà, de participer à cet atelier. Je vais vous présenter un travail qu'on a effectué donc chez Parlons Climat ces derniers mois, voire années, sur la compréhension de l'opinion agricole, avec dans la perspective de mieux identifier comment parler d'environnement, comment parler d'écologie aux différents mondes agricoles. Très rapidement, qui je suis et qui on est chez Parlons Climat. Donc moi, je m'appelle Damien Ken. Je travaille donc depuis quelques mois sur les sujets agriculture et alimentation chez Parlons Climat. J'ai un profil voilà, de communicant au sein donc d'une association, Parlons Climat, qui est une association d'intérêt général qui travaille sur l'étude de l'opinion, l'étude des différentes audiences au sein voilà, dans la société française pour mieux façonner les messages en faveur de l'environnement. Donc on a voilà, beaucoup travaillé sur l'agriculture, l'alimentation. On a travaillé aussi enfin, on est en train de travailler sur le climato-scepticisme, sur certaines audiences cibles qu'il s'agirait d'engager plus sur le sujet des transitions. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est donc, comme je disais, le fruit d'un travail qui repose sur trois enquêtes. Deux enquêtes terrain sous forme de sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP en 2022 et une autre avec BVA réalisé fin 2023 en partenariat avec Terra Nova et le collectif Nourrir, ainsi que des entretiens auprès d'agriculteurs et d'agricultrices réalisés en avril 2024. Donc on a des données quantitatives avant les mobilisations et des données qu'on appelle qualitatives après les mobilisations des agriculteurs. On a aussi voilà, eu pas mal d'échanges avec des chercheurs, fait beaucoup de recherches documentaires, dont voilà, c'est pour nourrir un peu nos travaux, nourrir notre compréhension des mondes agricoles et nourrir finalement les recommandations qu'on formulerait ensuite. Les quatre points clés, comment dire, enfin, pourquoi ce travail? Donc, ce que je vous dis là, donc c'est des clés pour accompagner le défi de la transition. Les quatre points clés des travaux qu'on a réalisés et qui nous permettent sur lesquels on essaie de capitaliser au maximum, c'est que on a vu dans les différents travaux qu'on a qu'on a fait qu'il y avait matière à dépasser le clivage agriculteurs, agricultrices et mouvement écolo et défense de l'environnement. Il n'y a pas lieu d'opposer écologie et agriculture. En effet, voilà, les effets du changement climatique sont directement perçus par la population agricole. C'est une des préoccupations majeures. Il n'y a pas lieu de remettre ça en cause. Par rapport à cette question du changement climatique, des changements climatiques même, on a constaté que la majorité des agriculteurs et agricultrices voient dans la transition écologique une opportunité, voire une nécessité. On en a finalement très peu qui considèrent que la transition écologique du secteur agricole, c'est une erreur et qu'il faut la combattre. Donc il y a un terrain sur lequel capitaliser ici. Troisième point, c'est que finalement les instances représentatives ont du mal aujourd'hui à représenter la complexité, et notamment donc le syndicalisme majoritaire évidemment, hein, ont du mal à représenter la complexité du monde agricole, et donc il faudrait plutôt ici dire les mondes agricoles, et donc ne permettent pas de poser un débat équilibré sur les questions environnementales justement. Il y a des voilà, il y a on va le voir, hein, il y a des vraies divisions sur la politique, les politiques agricoles à mettre en œuvre, qui ne se reflètent pas finalement dans ce qui est exprimé par le syndicalisme majoritaire. Et dernier point, qui est pas des moindres, c'est que oui, voilà, il y a beaucoup de discours, notamment médiatiques, sur voilà, assez déclinistes sur l'agriculture française, sur voilà, il y a évidemment des enjeux de comment dire de conditions de vie des agriculteurs, des agricultrices, avec beaucoup voilà, voilà, avec beaucoup de drames qui existent. Malgré tout, on a pu voir dans nos enquêtes une certaine confiance en l'avenir, avec quand même deux tiers des personnes qu'on a interrogées qui souhaitent encourager leurs enfants, leurs proches à devenir agriculteurs ou agricultrices. Euh, voilà pour notre point de départ. Euh, Aujourd'hui, donc, on va essayer de se concentrer sur les cinq premières parties de cette présentation que vous allez recevoir
par mail. L'idée, c'est d'avoir une session. Alors, j'ai pas mal de documents, de slides, mais l'idée c'est qu'à la fin de chaque partie, on puisse avoir un petit temps d'échange, prendre voilà une ou deux questions que Héloïse fera remonter, et à la fin, je vais voilà, le but c'est que je garde quand même une vingtaine de minutes pour ouais, 15-20 minutes pour avoir des échanges sur l'ensemble de la présentation. Donc comment ça va se passer? On va voilà, d'abord je vais vous partager des chiffres un peu plus précis sur justement l'état d'esprit des agriculteurs et des agricultrices, sur l'environnement, sur la vision de l'avenir. Ensuite, vous proposez ce qu'on appelle donc une typologie sur laquelle on s'appuie pour formuler ce qui nous a permis nous de voilà une typologie sur laquelle on s'appuie pour formuler des recommandations de communication. En fait, on l'a fait dans une perspective de identifier des audiences et adapter nos messages, des messages environnement à différentes typologies d'agriculteurs, au-delà évidemment des orientations techniques des exploitations ou des régions, parce que voilà, sur ces secteurs-là, il y a déjà beaucoup d'acteurs mobilisés. Donc on va, voilà, après je vais vous décliner les différents profils qu'on a repérés, les volontaires, les pragmatiques, etc. Et à la fin donc des slides résumés qui seront peut-être pas utiles à vous présenter, mais qu'on pourra regarder rapidement pendant les sessions de questions-réponses. Donc ce travail vous propose une lecture des profils d'agriculteurs selon leur rapport à la transition et leur rapport à leur métier, et de donner des clés pour les personnes qui communiquent pour aborder les sujets liés à l'environnement et adapter leur discours à leur audience agricole. Avant de commencer, c'est toujours bien de comprendre dans quelle situation d'énonciation on se place. Comment sont perçues les organisations environnementales? Comment est perçue la notion de transition écologique? Je pense que c'est un peu ouais, c'est un peu un chapeau à bien intégrer avant d'entrer en discussion. Euh, on, on a on a plusieurs données qui vont pas forcément dans le même sens. Cela dit, ce qu'on voit, c'est que spontanément, quand on demande aux personnes issues du monde agricole qu'est-ce qui est une source d'inquiétude pour eux, on va avoir voilà les prix, les coûts, les problèmes climatiques, etc. Et finalement, assez peu de personnes aussi spontanément les revendications écologistes comme principale source d'inquiétude. En revanche, quand on demande aux gens de choisir dans une liste dirigée de 7 ou 8 sources d'inquiétude, que ce soit les normes, que ce soit l'environnement, les problèmes environnementaux, que ce soit les associations écologistes, etc., les associations écologistes sont bien pointées du doigt par 18%. Donc il y a quand même une certaine défiance qu'il faut pas négliger et dont il faut avoir vraiment conscience, hein. Euh, avec voilà cette sensation d'intrusion assez forte qu'on peut voir dans les verbatims, dans les citations là que je vous ai mis en bas à droite de la slide, tous ces gens qui s'introduisent chez les éleveurs, les irrigants, les biens qui sont dégradés, c'est usant, c'est démoralisant. Avec voilà, on a eu beaucoup de choses là-dessus. C'est des gens utopistes, je pense qu'ils se rendent pas réellement compte, etc. Vraiment, ce côté déconnexion, il est quand même là. Il faut pas, enfin, voilà, je pense qu'avant toute chose, il faut savoir dans quel contexte on s'ancre. Ensuite, sur la question, la question de la transition écologique, là, je parle bien du terme. Le terme transition écologique, euh, c'est peut-être pas le bon quand on parle aux agriculteurs et aux agricultrices. On a vu dans les entretiens, c'est surtout quand on parle à des agriculteurs ou agricultrices, qu'on se rend compte de comment un terme est perçu. On a vu finalement que il y avait derrière beaucoup de négatifs il y avait beaucoup de sentiments négatifs qui étaient investis. On a vu que c'était quelque chose qui était perçu de manière très politique, si vous voulez, que c'est voilà la transition écologique, c'est une source de contraintes, c'est une source de contraintes réglementaires, c'est de la lourdeur, de la complexité, de l'instabilité, du manque de sens, de l'hétérogénéité, euh, de la lourdeur parce que voilà des charges de travail, des contraintes systématiques, alors là c'est vraiment je rapporte ce qu'on nous a dit, hein, c'est une perte de liberté sur ses propres terres, aussi hein, le sentiment qu'il y a voilà un sentiment de manque de ligne de conduite de la part des décideurs sur cette question de la transition voilà, et de fait une forme de déconnexion des mesures prises par rapport à la réalité du terrain.
Et le dernier point, c'est l'harmonisation internationale, qui est un sujet sur lequel beaucoup reviennent assez souvent. Donc voilà, transition écologique, ça revêt quand même ces imaginaires-là, finalement, c'est pas des prises de position, mais c'est ces facteurs de crispation-là qu'il faut vraiment avoir en tête. Oups, voilà. Euh, Maintenant, pour parler du coup de cette transition, il faut quand même identifier les points sur lesquels, enfin, il faut essayer de bien comprendre la population agricole et du coup bien comprendre les mots qu'on va pouvoir utiliser pour leur parler. À partir des données de nos différentes études, on a regardé voilà ce facteur de comment dire de l'optimisme, de la confiance en l'avenir. On s'est dit que c'était une bonne manière pour euh, pour identifier les personnes chez qui on allait pouvoir avoir un vocabulaire plutôt voilà plutôt optimiste, plutôt génération future, etc. Euh, et donc de voir sur aussi quelles personnes on pourrait éventuellement capitaliser. Donc, comme je le disais, on a quand même 67% de personnes qui encourageraient un membre de leur famille ou un jeune à devenir agriculteur ou à reprendre l'exploitation. Là-dessus, sur ces 67%, on a beaucoup de personnes jeunes, euh, assez optimistes, très socialisées, qui sont plutôt dans une acceptation de la transition environnementale. Là, vous voyez, on a 83% de nos moins de 40 ans qui disent oui, je suis prêt, j'ai envie d'encourager un enfant ou un membre de ma famille à devenir agriculteur ou agricultrice. Les personnes un peu plus réticentes à transmettre, c'est pas forcément des gens totalement opposés aux enjeux de transition écologique. C'est là-dedans qu'on va quand même retrouver la frange la plus opposée. Mais il y en a, voilà, qui la voient plutôt comme une nécessité quand même. C'est aussi là-dedans qu'on va retrouver dans ce tiers de noms qu'on va retrouver des personnes un peu plus âgées. Euh, pour essayer de nourrir un peu ces points sur la confiance en l'avenir, c'est intéressant de recouper ces éléments avec comment dire, les raisons pour lesquelles les personnes nous disent être devenues agriculteurs ou agricultrices. Il y a deux raisons majeures qui émergent. Euh, la passion, la conviction à 62%, et la nécessité, parce que reprise de l'exploitation familiale, ou la contrainte à 48%. Là-dessus encore, on va retrouver, c'est intéressant, on va retrouver différents profils entre ceux qui subissent leur métier et ceux qui ont choisi ce métier, pour qui c'est un métier passion. Depuis que je suis gamin, je voulais faire ça, j'aime tailler les arbres, se creuser la tête pour que ça marche. Là, on va retrouver un peu plus d'hommes, de jeunes qui ont suivi des stages collectifs pour l'acquisition de leurs compétences avec des niveaux de diplôme plutôt euh, ni 100 ni bac plus 5 entre guillemets, et des gens installés sur de grandes surfaces. À noter que un peu moins de viticulteurs et plus d'éleveurs en prairie chez ce profil-là. Chez celles et ceux qui sont devenus agriculteurs par nécessité ou contrainte, voilà, c'est comme je vous le dis, pour la continuité familiale. Au départ, c'était par amour du métier, mais maintenant, voilà, c'est peut-être un peu moins ça. Reprise du patrimoine, etc. Là-dessus, on va retrouver un peu plus de femmes euh, de plus de 55 ans, sans formation agricole, mais aussi des éleveurs porcs, volailles et grandes cultures. Mais aussi quelques installés depuis moins de 10 ans sur de très grandes surfaces et accompagnés par l'agriculteur cédant pour l'acquisition de leurs compétences. Donc déjà, sur ces questions-là, on commence à voir, sur ces deux premières questions, on commence à voir des profils qui se dessinent. On a parlé d'optimisme. Maintenant, regardons un peu ce qui crée de la tension, ce qui crée du rejet, ce qui crée de l'inquiétude chez les agriculteurs et les agricultrices. Donc, on s'est intéressé à ce qui constituait des sources d'inquiétude pour l'exploitation des répondants. Euh, Ici, comme sur la question précédente, les personnes qu'on a interrogées dans notre sondage pouvaient répondre ce qu'ils souhaitaient. Donc c'est vraiment des réponses libres, et ils pouvaient répondre plusieurs éléments différents. Donc on peut souffrir du contexte économique et du manque de considération, par exemple, juste pour vous dire un peu comment lire ces résultats. Ce qu'on voit, c'est que la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est à 52% le contexte économique et le manque de revenus qui en découlent. Ça fait le lien avec les préoccupations des Français en général, hein, pour qui
c'est le pouvoir d'achat qui prime avant toute chose, loin devant la santé, le climat et, euh, et d'autres. Dans ces 52%, on va retrouver évidemment énormément de profils différents. Mais voilà, beaucoup de gens qui nous disent, bah voilà, nourrir mes animaux, ça coûte cher. Je trouve pas de débouchés si je suis en bio. Euh, les marchés sont instables. Je suis obligé de vendre à perte. Voilà, on a eu beaucoup de verbatim, enfin de citations dans ce sens-là. Avec là-dedans une majorité de profils un peu plus jeunes et favorables à une politique d'aide qui encourage par exemple la préservation de la qualité des sols. On va aussi avoir 35% de personnes qui souffrent beaucoup des contraintes et conséquences des politiques publiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on a pu percevoir, de voilà le côté peut-être inconstant de certaines politiques publiques qui a tendance à tendre finalement l'opinion agricole sur la question de la transition écologique. Là, voilà, c'est 35% de personnes ont indiqué des réponses qui allaient à peu près dans ce sens, si vous voulez, avec des personnes qui souffrent aussi d'avoir un emploi du temps chargé. Voilà, quand on fait 10 heures de tracteur, on n'a pas envie de passer 1 heure sur l'ordinateur à consigner des choses que personne ne regardera, etc. Vraiment sentiment de surcharge, si vous voulez. Avec là-dessus beaucoup de personnes en grande culture ou éleveurs, plutôt un peu plus réticentes à la transition environnementale et favorables à des aides à l'hectare. Donc voilà, un peu cohérent avec les profils d'exploitants que je vous indiquais. En troisième source de préoccupation, on va voir les changements climatiques, les impacts du changement climatique, que ce soit les dérèglements, les espèces invasives, etc. Euh, avec là-dessus des gens, une surreprésentation de personnes qui sont plutôt très en faveur de la transition écologique, de la transition environnementale du secteur agricole. Et quatrième point qui n'est pas négligé, c'est le manque de considération, qui est assez important, avec des choses très violentes qu'on a pu avoir, enfin très violentes moralement, hein, dans les discussions qu'on a pu avoir avec des gens qui disent, bah en fait, je fais plus visiter ma ferme aux gens, on ne se comprend plus, les gens nous voient comme des pollueurs. D'autres qui disent, bah, j'ai l'impression de me faire épier quand je passe mon tracteur. Je me suis fait dénoncer dans un groupe de ma communauté d'agglomération parce que je faisais ça alors que c'était, enfin, ils croyaient que je faisais ça alors que c'était pas ça que je faisais. Enfin voilà, ce côté, ce sentiment de ne plus se trouver à la place, il est vraiment à sa place, est vraiment très important. Euh, donc c'est ici qu'on va retrouver des gens qui considèrent peut-être un peu plus la transition comme une menace. Voilà. Euh, Évidemment, comme vous l'avez vu, ces préoccupations, elles sont évidemment à lire au prisme du territoire agricole. Je vous ai mis ici ces 4 grandes préoccupations avec au milieu en beige, je crois, la moyenne de notre échantillon de 607 agriculteurs et agricultrices et les points autour de ces points beige, vous avez comment dire, enfin, autour, vous avez le plus gros écart dans l'échantillon. Donc, par exemple, sur le contexte économique, on a 52% de personnes qui sont soucieuses de ce contexte-là, et puis de 61%, et plus de 60% de personnes qui habitent en Normandie, enfin, d'agriculteurs exploitants en Normandie, pour la région la plus représentée. La région la moins représentée sur ce contexte, sur cette préoccupation économique, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Voilà comment lire comment dire, ce graphique. De la même manière, le cadre politique constitue une source de clivage plus importante entre les régions de grande culture, Île-de-France, Hauts-de-France, et les régions d'élevage. Et c'est dans l'Ouest que le contexte environnemental inquiète le moins. On voit la Bretagne est très très basse sur ce graphique-là. Euh, alors que voilà, ça préoccupe particulièrement en PACA et Corse, typiquement. Donc une clé de lecture incontournable, le territoire agricole et évidemment le type de production. De la même manière, sur comment dire, les cultures, les activités particulièrement sujettes aux aléas climatiques vont évidemment être beaucoup plus préoccupées par ces sujets-là, enfin par ces enjeux-là, arboriculteurs, viticulteurs par exemple. Euh, Tandis que voilà, les éleveurs porcs et volailles vont être plus particulièrement inquiets du cadre politique comparé aux éleveurs bovins.
Euh, Là où c'est intéressant de voir que le manque de considération, il est très faible chez les maraîchers aussi, parce que sans doute il y a une interaction beaucoup plus facile avec le public. C'est des gens c'est probablement des gens qui se déplacent un peu plus sur les marchés, par exemple, ou qui font de la vente en direct. En revanche, pour eux, la question de l'accès aux ressources est hyper importante. Donc voilà, c'est que les lectures, elles sont hyper importantes. Et nous, voilà, le travail qu'on fait, il vient apporter une lecture supplémentaire, mais il vient pas du tout changer cette manière, enfin, cette nécessité de lire les choses en fonction de la région et de l'orientation de l'exploitation. Euh, Par rapport à justement cette diversité d'exploitation, de type enfin, on va dire de métiers agricoles et de régions, on voit aussi qu'il y a une diversité d'opinions sur la politique agricole, euh, avec vraiment sur les priorités à donner aux aides PAC, euh, un tiers, un tiers, un tiers, enfin, une population agricole qui se divise en trois, si vous voulez, entre ceux qui sont favorables à des aides à l'hectare, ceux qui sont favorables à des aides en fonction des pratiques environnementales et ceux qui sont favorables à des aides à l'actif. Cette position, elle va beaucoup dépendre de la taille, du type d'exploitation, du marqueur syndical, mais aussi des sources de préoccupation et des positions sur la transition écologique. Ce clivage enfin ce clivage, oui, cette diversité d'opinions plutôt que clivage au sein de la population agricole, on la voit aussi sur des questions qui portent plus sur l'évolution des aides. Êtes-vous favorable ou pas favorable à une dégressivité des aides en fonction de la taille de l'exploitation? On va avoir la moitié de l'opinion qui va être pas favorable à cette dégressivité et l'autre qui va être plutôt favorable. Idem sur le plafonnement des aides par exploitation. Là-dessus, évidemment, chacun voit un peu midi à sa porte. Enfin voilà, c'est en fonction de mon type d'exploitation, ma taille, ma surface, je vais être plus ou moins favorable à une évolution du type d'aide qui va aller dans mon sens, qui fait que voilà, il y a forcément une diversité d'opinions qui doit être prise en compte. De la même manière, cette diversité d'opinions, on la retrouve aussi sur la position sur les accords de libre-échange. Euh, Au sujet des accords de libre-échange passés par l'Union européenne, 39% considèrent qu'ils sont utiles mais doivent être améliorés. 42% considèrent qu'ils sont néfastes. 13% considèrent qu'ils sont tout simplement utiles. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que encore une fois, on a cette partition entre deux mondes avec une frange très optimiste, si vous voulez, c'est enfin très optimiste, très, pardon, très libre-échangiste, on va dire. Euh, dans laquelle on va retrouver des optimistes. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Euh, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes favorables aux aides en fonction des pratiques environnementales que vous citez juste avant considèrent moins les accords de libre-échange comme néfastes que les autres, alimentant l'idée d'une frange un peu adaptationniste ou pragmatique. Hein, on va y revenir. Évidemment, les proches enfin évidemment, on va voir aussi que les proches des jeunes agriculteurs du syndicat des jeunes agriculteurs sont plus nombreux à considérer les accords de libre-échange utiles. Là où sur ce point-là, on va avoir une opposition plus forte dans les rangs des sympathisants de la coordination rurale et de la confédération paysanne. Sur ceux qui considèrent les accords de libre-échange néfastes, ce qu'on peut lire par rapport aux entretiens, enfin ce qu'on peut comprendre par rapport aux entretiens qu'on a eus, c'est il y a vraiment une frange là-dedans pas forcément de personnes de personnes renfermées sur elles-mêmes ou quoi. C'est pas comme ça qu'il faut lire ce graphique-là, mais il y a un peu ce côté désillusion. On a cru qu'on allait pouvoir être dans un marché et finalement ça marche pas. Il y a une désillusion. Les accords de libre-échange amènent concurrence déloyale, asymétrie des normes. C'est des choses qu'on a beaucoup pu entendre et qui ont été aussi beaucoup entendues dans l'opinion publique. Euh, cette diversité de vues, euh, et ben, les représentations habituelles du monde agricole ont des difficultés à l'exprimer. Euh, 43% des personnes qu'on avait interrogées en 2022 nous indiquaient qu'elles se sentaient d'abord représentées par elles-mêmes, loin devant les syndicats.
Et 85% de ceux qui considèrent que leur et 85% des agriculteurs considèrent que leur point de vue est mal représenté dans le débat public. Donc ça c'est vraiment un facteur hyper important à prendre en compte avec des différences de perception en fonction des types d'exploitation. Hein. On a on a 52% des agriculteurs qui considèrent les exploitants en grande culture qui sont ceux dont le point de vue est le mieux défendu. Voilà, c'est intéressant de voir que finalement, il y a ce sentiment que les instances représentatives ne représentent pas notre point de vue, enfin, le vécu de chacun ou chacune. Je ne suis pas syndiqué, ils ne m'ont jamais aidé, ils m'ont plutôt enfoncé. Au point de vue syndical, tout ça, je pense que c'est des grosses structures qui se présentent, c'est des gens du haut de la France, etc. Ils sont céréaliers, ils sont nos salariés, ils peuvent se permettre de faire ça, d'aller se mobiliser, etc. Je précise juste un point, les chiffres, la source n'est pas mentionnée, elle vient de notre sondage BVA 2023. Quand la source est mentionnée, elle est précisée en bas ici. Vous pouvez voir les éléments. Enfin, toujours sur cette diversité de vues qui a du mal à trouver une représentation, elle se traduit aussi par une mobilisation qui dépasse de plus en plus les syndicats. Dans les 32% des personnes qui se sont mobilisées fin 2023 pour défendre leurs intérêts par des manifestations, des pétitions, etc., des rassemblements, on a quand même presque la moitié, 40%, qui n'appartiennent à aucun syndicat, avec là-dedans des personnes surtout en viticulture et sur une tranche d'âge 40-55 ans. Ces non syndiqués et mobilisés, ils sont intéressants parce que finalement, ils sont déconnectés d'une forme de représentation, mais ils parlent dans le débat public. Par exemple, voilà, c'est le cas de Jérôme Bail, par exemple, qui se présente comme un syndical a priori. C'est des personnes chez qui on va trouver plus de personnes en bio et qui sont aussi engagées dans d'autres certifications environnementales comme le HVE entre guillemets. Enfin, je mets certification environnementale entre guillemets, mais voilà, aussi des gens un peu plus en circuit court qui emploient des salariés. Voilà, c'est probablement voilà surtout comme je vous disais, c'est surtout des viticulteurs, donc tout ça est un peu cohérent. C'est aussi des gens dans le métier par passion et qui sont assez préoccupés par le contexte environnemental. Euh, du fait qu'ils soient sur des surfaces de moins de 100 hectares et beaucoup sur de petites surfaces, ils sont aussi très en soutien d'aides forfaitaires pour les petites fermes. En termes d'implantation, on va beaucoup les retrouver dans le sud-ouest, euh, comme je vous le disais, donc sur des petites surfaces et en viticulture. Maintenant que je vous ai dressé ce panorama, il y a des leviers quand même sur lesquels capitaliser. La défense des petites exploitations, donc la défense en gros des petits contre les gros. C'est un vrai angle, hein, ce côté les gros, en fait, c'est un peu une élite qui est aux manettes et qui ne représente pas. C'est un vrai sujet qui est perçu dans l'opinion agricole. 77% sont favorables à la mise en place d'aides forfaitaires pour les petites fermes, avec ce sentiment que toutes les petites exploitations se font bouffer avec voilà ce phénomène de regroupement. Ça, c'est des choses qui sont perçues pas forcément. Enfin, ces citations-là que je vous mets, c'est des citations qui proviennent pas forcément de personnes ultra engagées sur les questions d'environnement ou d'écologie. Hein. C'est vraiment des profils assez variés d'agriculteurs qui nous ont dit ces choses-là. On a aussi une très 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 grande majorité de personnes qui souhaitent un accompagnement vers la préservation des ressources, avec donc 82% de personnes très favorables ou favorables à des aides qui encouragent à la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité. Il y a un peu ce côté, évidemment, il faut que je puisse transmettre quelque chose de qualité à mes enfants. Voilà, donc protection des petits contre les gros, euh, génération future, transmission. Tout ça, c'est des choses toujours intéressantes autour desquelles travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des choses sur lesquelles il y a de la convergence avec les préoccupations de l'opinion publique sur ces questions agricoles, avec aussi du côté de l'opinion publique, du grand public, le sentiment qu'on perd une forme de patrimoine en fait avec la fin des petites exploitations. Juste, Ouais, Damien, il est 11h40. Enfin, je sais pas si pour les questions, on est bientôt à la fin de cette partie où j'en... ouais, il me reste 7 slides sur cette partie. Ok, Il me reste super. deux. Ouais, Parfait. ouais, excuse-moi. Pas de souci. Euh, En fait, tout ça, ça me mène à cette grande question sur la transition écologique du secteur agricole, qui est un peu la question sur laquelle on s'est reposé justement pour faire nos recommandations
en utilisant toutes les données que je vous ai données juste à présent. On a 23% de personnes qui considèrent que la transition écologique du secteur agricole est une opportunité à saisir. L'agriculture verte, c'est bien, il faut savoir en profiter. On a 15% de personnes qui disent que c'est une erreur, il faut la combattre. J'ai pas l'impression qu'on applique les mêmes choses. Des fois, à l'industrie, et loisirs, au transport, c'est pas juste. Avec là-dedans des gens très très défiants. Et enfin, 62%, donc quand même voilà, 2 tiers de personnes qui considèrent que c'est une nécessité, il faut faire avec. Je suis le premier à vouloir évoluer si c'est nécessaire, mais il faut que ce soit faisable. Ça nous permet de commencer à identifier 2 profils de notre segmentation. D'un côté, les défiants, qui considèrent la transition comme une erreur à combattre et qui sont très défavorables à des aides en fonction des pratiques environnementales. De l'autre, les volontaires, qui sont dans un truc d'opportunité par rapport à la transition écologique et qui sont très favorables à des aides en fonction des pratiques environnementales. Et au milieu, des pragmatiques. C'est comme ça qu'on les appelle parce que voilà, ils ont pas d'avis tranché sur quelle priorité à donner, mais ils considèrent que la transition est une nécessité. Euh, et c'est euh, et c'est à partir de ça qu'on a travaillé la segmentation et donc la partie suivante que je vais vous présenter. Voilà, désolé, peut-être été un peu long, mais c'était important de vous donner un peu ce cadre avant d'entrer justement sur maintenant qui est quoi et qui se positionne comment. Vous Super, pouvez poser quelques merci. questions. Merci beaucoup pour cette première partie, effectivement, qui dresse un portrait assez complet. Il y a plusieurs questions sur l'échantillon, donc le choix du panel d'agriculteurs que vous avez interrogé. Combien, quel profil, quelle répartition, Mm. et comment est-ce que vous êtes assuré de la représentativité de votre échantillon? Oui, alors, donc c'était un échantillon de 607 agriculteurs et agricultrices qu'on a interrogés par téléphone. C'était représentatif par OTEX et par région. Donc il y a eu des quotas qui ont été mis en place pour avoir un nombre de viticulteurs représentatifs par rapport à la population réelle agricole et un nombre d'agriculteurs issus de telle région par rapport à la réalité du monde agricole. Donc c'est représentatif à ce niveau-là. On a la répartition par surface. On a aussi l'échantillon est cohérent sur la répartition femmes-hommes. On a en gros 20% de femmes dans nos répondances qui correspond à peu près à la population réelle agricole. Donc c'est comme ça qu'il a été fait, l'échantillon. Et Ok, donc ça a été travaillé avec BVA, hein, qui est aussi l'institut qui a fait le recensement agricole, pour info. ça marche. Merci beaucoup. Après, il y a une autre question. Alors, comment interprétez-vous que la défense des petites exploitations fasse l'unanimité alors que, il n'y a pas du tout de majorité sur la dégressivité et le plafonnement des aides? Je pense que je pense que c'est pas forcément antagoniste. Il peut y avoir le souhait de un peu ce côté. Oui, c'est bien qu'il puisse y avoir plus de petites exploitations dans l'absolu. Mais en fait, quand on parle d'aide, on parle aussi d'aide directe à soi-même. Et donc, si je suis une grande surface, je peux être tout à fait favorable à avoir davantage d'aide en fonction de ma taille d'exploitation, et en même temps être favorable à des petites exploitations, à la mise en place de petites exploitations. C'est pas, ça me paraît pas incohérent. Voilà. Je, je réponds pas forcément, mais je vois pas particulièrement d'incohérence. Ça marche. Et après, alors, une double question peut-être, mais qui peut-être que tu y répondras dans la suite de ta présentation. C'est des questions sur la perception, notamment des fermes en agriculture biologique et en agroécologie par les agriculteurs, enfin les collectivités, les consommateurs. Bon, je sais que ça rejoint Euh, d'autres travaux que vous avez aussi en cours. Et donc, cette question des fermes en agriculture biologique, en agroécologie et aussi toutes les questions de low-tech, donc comment c'est perçu, ressenti par le monde agricole. Alors peut-être que ça viendra plus tard dans la présentation. euh, alors, non, pas ça, si on va peut-être en parler un petit peu, mais en gros, euh, l'agroécologie, enfin alors, il y a plusieurs choses. Euh, Vous avez vu quelques citations que j'ai pu mettre sur, voilà, il y a un peu un sentiment il y a des utopistes. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues chez certains agriculteurs ou certaines agricultrices. Euh, il y a aussi le sentiment que
Bah, en fait, c'était bien une époque, mais c'est plus bien aujourd'hui. Donc en fait, on sait plus trop à quel sens se vouer. Il y a pas forcément de défiance, hein, c'est plus, voilà, il y en a qui font, il y en a qui y croient encore, moi j'ai du mal à y croire. C'est plutôt quelque chose de comme ça qu'on a pu voir dans les entretiens. Après, on n'a pas des choses, spécifiques sur on n'a pas posé de questions dans le sondage sur comment vous percevez les agriculteurs ou les agricultrices bio. C'est plus dans les entretiens où on avait ce truc de presque, on a des bio ou des agriculteurs en agroécologie qui étaient décrits un peu comme des hippies, si vous voulez, par certains grands exploitants agricoles. Voilà. Et je ne sais pas s'il faut en faire une généralité, mais c'est des choses qu'on a pu lire et entendre. Et sur les low-tech, pas du tout, on n'a pas du tout creusé ce sujet-là. Désolé. Mais je pense que voilà. Entendez pas, pardon. Merci beaucoup. Dernière question sur le panel, après je propose qu'on continue, c'est juste sur les disparités hommes-femmes. Est-ce que ça a été pris en compte dans vos réponses? Oui, oui, ça a été pris en compte. Il y a des groupes sur lesquels on va retrouver légèrement plus de femmes. Euh, Notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, sur les personnes qui considèrent la transition écologique comme une nécessité, on va avoir on va avoir 68% de femmes et 60% d'hommes. Donc il y a une différence là-dessus, sur le côté adaptationniste, un peu pragmatique, qui est quelque chose d'un peu plus dominant chez le public féminin, alors que les extrêmes, donc ceux qui considèrent la transition comme une opportunité et ceux qui considèrent la transition comme une menace, on va retrouver plus d'hommes là-dessus, voilà, en termes de répartition. Ensuite, là, dans ce que je vais vous montrer après, quand il y a des différences notables femmes-hommes, on l'a indiqué. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on les garde pour la suite et on te rend la parole pour continuer à nous Ok. présenter votre travail. Oui, il est déjà 11h40, je suis désolé, j'avais pas. Ouais. Pas Bon. de souci. Je pensais que j'allais avoir le compteur à l'écran, mais en fait, il n'y a pas, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu veux que je te fasse le compteur Non, mais je mets mon téléphone à côté maintenant. Ouais, très bien. Donc, on en était là. On a les défiants, on a les volontaires. Maintenant, on a les pragmatiques, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé notre lecture segmentée, à partir de la compréhension de ces 62%. C'est des gens qui sont difficiles à lire a priori, parce qu'ils sont ni plus ni moins bio que les autres, ni moins jeunes, ni plus jeunes que les autres, ni plus ni moins diplômés que les autres, sans type de production particulier. Ils ne constituent pas une seule et même réalité. Donc il faut dépasser une lecture spécialité agricole, une lecture région, ça marche pas pour les comprendre. Euh, du coup, on s'est dit, bah, en fait, ça peut être intéressant de s'intéresser à le rapport au métier, justement, à toutes ces questions que je vous ai présentées en introduction. On a vu que dans ces 62%, on en avait 19% qu'on a appelé les pragmatiques résignés, qui étaient des personnes qui ne souhaitent pas encourager un enfant ou un membre de leur famille à devenir agriculteur ou agricultrice. Là-dessus, on a 25% de personnes qui se mobilisent, soit moins que la moyenne de notre échantillon qui se situe à 32%. Avec voilà des gens, ce qui aiderait bien, c'est de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. De l'autre, on va avoir donc ces 19% de pragmatiques résignés. On va avoir en face ceux qui sont plutôt OK pour encourager un enfant ou membre de leur famille à devenir agriculteur ou agricultrice. Ça va être ceux qu'on va appeler les pragmatiques optimistes, qui représentent quand même un gros morceau, hein, presque la moitié de l'échantillon. Donc voilà, ça reste important. Pour eux, la transition écologique, c'est une nécessaire adaptation qui doit pousser à innover. Il y a un peu chez eux ce côté un peu entrepreneur, innovation, etc. Et là, seulement 13% se mobilisent. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que voilà, prendre en compte cette motivation à transmettre à un jeune ou à un membre de la famille, c'est à la fois c'est un indicateur de projection. Donc en termes de message, ça peut permettre de trouver des angles un peu adaptés par rapport à voilà cette question de l'avenir, projection positive ou pas. Et enfin, ce critère de mobilisation, c'est une manière aussi de comprendre le rapport aux sociabilités, avec un S, désolé. Et donc, comprendre aussi une forme de mécontentement potentiel ou pas, mais aussi de dresser un peu les contours de ce qu'on pourrait appeler une majorité silencieuse. En fait, dans ces 62%, on a beaucoup de gens qui se mobilisent pas. Donc c'est là qu'on va avoir un peu le terreau de ceux et celles auprès de qui travailler pour engager davantage dans la transition.
Je les ai positionnés un peu en résumé, hein, ces 4 segments sur ce petit mapping, avec voilà, on va avoir du coup, 23 de volontaires écologistes, 19 de pragmatiques résignés et donc nos 42 de pragmatiques optimistes qui se divisent d'un côté entre les non mobilisés et de l'autre les mobilisés qui sont vraiment très particuliers et qui sont que 13. Et tout en bas du graphique, ceux qui, considèrent la transition comme une menace et qui ne souhaitent pas encourager un enfant ou un membre de leur famille à transmettre, on va avoir, on va dire, euh, mince, j'ai oublié leur nom, euh, les réfractaires, qui sont un profil qu'on- qui est un peu opposé systématiquement à tout ce qui va avoir trait à l'écologie, si vous voulez, qui a un refus systématique de tout ce qui est tout ce qui est écologie et environnement, qu'on va avoir beaucoup de mal à mobiliser. C'est aussi une frange qui se mobilise pas particulièrement, donc qui ne présente pas forcément de risque en termes comment dire de, de, en termes de prise de parole. C'est aussi un public étant plus âgé qui est plus proche de la retraite aussi. Et donc c'est défiant. On a choisi dans notre travail de segmentation de pas forcément les détailler autant que les autres, parce que finalement c'est pas un public qui nous semble en tout cas à date, intéressant à cibler. Au contraire, ce qui va être intéressant, c'est plus notre, notre pool de pragmatiques, là, évidemment, qui présentent, voilà, avec lesquels il y a des leviers intéressants probablement à travailler pour qu'ils aillent vers, pour qu'ils soient toujours plus volontaires. Est-ce que c'est clair ce que j'explique justement sur sur cette manière dont on a travaillé la segmentation? Je pense que c'est pour que vous compreniez, c'est à partir de là, et à partir de ces 4 profils-là, en fait, qu'on travaille des recommandations de communication pour essayer de voilà d'être au plus proche possible de persona, si vous voulez, d'agriculteurs ou d'agricultrices qui pour voilà pour parler des sujets d'environnement. Donc n'hésitez pas, Héloïse, s'il y a des questions, voilà. Il y a peut-être une question. Est-ce qu'il y a une distinction entre les agriculteurs qui sont entrés dans ce métier-là par obligation, tradition, et les nouveaux agriculteurs? Hmm. Peut-être comment enfin, que ça se retrouve dans votre Oui, on va segmentation. le détailler ensuite, mais on voit que chez les résignés, on a un peu plus de personnes qui sont là par nécessité, par contrainte. On va avoir plutôt des gens installés de manière volontaire chez nos pragmatiques optimistes. Désinstallés, là je vous le dis de tête, mais on va le détailler ensuite, hein. De mémoire, chez les volontaires écologistes, on va avoir peut-être un peu plus de nouveaux installés, par exemple. Voilà. Mais sur la partie suivante, je vous détaille chaque profil. Là, c'est si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions sur cette segmentation? Pas tant sur la segmentation, donc je propose que les autres Ok, questions, on les garde pour la suite, comme ça tu peux. ok. Alors, qui sont chacune de ces personnes? À chaque fois, je vous présente deux cartes de profil pour que vous puissiez bien les comprendre. Et si vous voulez, on peut s'arrêter à chaque fois, peut-être pour savoir si ça vous pose question. Qui sont-ils, les volontaires écologistes? Donc, c'est 23% qui considèrent la transition écologique comme une opportunité. En termes sociodémographiques, on va retrouver plus de personnes âgées entre 40 et 55 ans, et plus d'hommes, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est des gens, comme je le disais, qui sont aussi légèrement plus installés récemment. Récemment, c'est moins de 10 ans, hein, c'est notre seul critère parce que sinon on n'avait pas assez de chiffres. Donc, on va avoir plus de gens installés depuis moins de 10 ans sur leur exploitation. Très peu représentés dans la zone ouest du territoire agricole, sur des SAU de moins de 100 hectares et sur des élevages bovins, beaucoup plus que la moyenne, à plus 5 points. En termes de pratiques écologiques, donc pour eux, la transition est une opportunité et toutes les mesures de soutien à celle-ci sont plébiscitées, que ce soit les aides à l'hectare, les aides en fonction des pratiques environnementales, les aides encourageant la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, etc., etc. Ce qui distingue très fortement, c'est que chez eux, on va retrouver une très nette part plus certifiée bio que les autres, à plus 10 points. Donc c'est assez important sur notre échantillon de 607 agriculteurs et agricultrices. Il faut peut-être nuancer un peu la compréhension de ce profil entre d'un côté euh, vraiment ce qu'on pourrait presque appeler des professionnels de l'écologie, avec plus de 40% d'entre eux qui se sont installés directement
et qui ont beaucoup moins été accompagnés par l'agriculteur cédant. En fait, leurs compétences, à eux, elles leur viennent davantage de formations spécifiques ou continues. C'est là-dedans, probablement aussi, qu'on va retrouver nos fameux NIMA. C'est aussi des gens, comme je le disais, donc ils sont dans le métier par passion, pour l'indépendance associée. Ils ont rencontré moins de difficultés à s'intégrer dans le monde agricole, ce qui en fait un profil particulièrement optimiste. Euh, sur la question de la représentation dans le débat public, c'est aussi des gens, de par cet optimisme, qui sont moins mal représentés dans le débat public que les autres. Attention, ils ne sont pas particulièrement bien représentés dans le débat public, mais simplement, c'est moins pire que les autres. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le lire, si vous voulez. Du fait sans doute de pratiques, notamment des pratiques bio, plus socialement valorisées dans les médias, par exemple. Donc voilà, probablement voilà, le côté professionnel de l'écologie et aussi des écologistes convaincus là-dedans. Une part d'exploitants sur de petites surfaces, avec un S, pardon, et des profils qui s'identifient plus à la figure de paysan, avec, voilà, on a un certain nombre de personnes qui, quand elles se définissent en tant que professionnels, se définissent beaucoup plus paysans chez ces personnes-là, et en proximité avec la conf, avec la confédération paysanne. En termes, comment leur parler à ces gens-là? C'est des gens très préoccupés par le contexte économique, certes, mais c'est moins fort que les autres. Pour eux, les contraintes politiques et les contraintes environnementales sont à des niveaux équivalents, ce qui fait qu'en fait, la contrainte environnementale chez eux, elle pèse beaucoup dans leur source d'inquiétude, dans ce qui leur pèse, si vous voulez. C'est ce qui les distingue des autres. En termes de priorité de politique agricole, ils vont être très favorables à des, voilà, comme je disais, des aides en fonction des pratiques environnementales, les aides de qualité des sols, etc. Sur le volet représentation syndicalisation, ils ont un peu plus d'affinité avec la Confédération paysanne, mais c'est un des profils qui se reconnaît le moins dans les syndicats et ce qui se reconnaît beaucoup plus dans les chambres d'agriculture, par exemple. Enfin, c'est pas un public particulièrement mobilisé, ni engagé dans des événements grand public ou professionnels. Donc c'est voilà. Voilà pour eux. Et après, comme on est comme on parle un peu de communication ici, l'idée, on a posé à nos, comment dire, aux personnes qu'on interrogeait des questions sur quels médias ils consommaient. C'est des gens qui considèrent beaucoup, qui utilisent beaucoup plus que les autres les réseaux sociaux pour s'informer de manière générale. Et de la même manière, c'est des gens qui utilisent beaucoup plus que les autres des vidéos tutos pour accéder à une information professionnelle. Voilà. Voilà, c'est des canaux d'information à privilégier avec ces personnes-là. Comment les engager? Comment s'assurer de leur mobilisation? C'est des gens déjà très valorisés socialement. Attention, quand je dis valorisés socialement, je dis pas que c'est des gens qui reçoivent toutes les aides et que tout le monde adore partout tout le temps. C'est juste dans la presse régionale, il y a beaucoup d'articles sur des fermes en agroécologie, etc. Donc c'est des choses, enfin, c'est des gens voilà qui sont valorisés socialement et du fait de cette valorisation sociale, ils peuvent aussi parfois, attention, être des figures un peu repoussoires pour d'autres qui sont en conversion, qui se posent des questions, qui savent pas trop comment y aller et qui ont un peu, qui peuvent avoir ce sentiment euh, de mal faire, d'être déconsidérés parce qu'ils sont pas au top sur la transition. Euh, c'est des gens potentiellement très intégrés dans le tissu local, même auprès d'agriculteurs d'autres bords. Hein, voilà, c'est des gens qu'on va retrouver aussi dans les CUMA, ce genre de choses. Et dans le cadre du tissu local agricole, ils vont parler avec des gens de la coordination rurale, des gens de la FNSEA, euh, enfin, des fédérations locales. Hein. Il faut tirer parti de cette position dans le tissu local pour comment dire, maximiser leur capacité d'influence, en fait, d'une certaine manière. Et donc là-dessus, une potentielle dualité entre l'entrepreneur en écologie et qui va être très voilà agrivoltaïsme, etc. probablement, et le paysan écologiste avec probablement deux profils différents. Quelques pistes pour les engager, donc accompagner les plus jeunes dans la communication de bonnes pratiques.
Il y a des choses très structurées sur l'agriculture conventionnelle aujourd'hui dans les sphères réseaux sociaux, etc. Que ce soit les agri-youtubeurs, les agri-tutos, etc. C'est des pratiques dont il faut s'inspirer. Il faut valoriser ces profils. Il faut, comment dire, aider ces volontaires écologistes à parler d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux et faire communauté. C'est un levier assez important en termes d'image pour l'agriculture et en termes d'influence. C'est important de les maintenir engagés en continuant à alimenter le débat dans la presse et dans les grands médias. Il faut valoriser leurs pratiques, ça oui, dans la presse locale, sans en faire des totems ou des étendards. Il ne faut pas, comme je vous disais, il y a ce risque toujours avec eux de créer une forme de frustration par rapport à ceux qui sont en transition. Et évidemment, voilà, susciter l'émulation et le sentiment de faire partie d'un mouvement positif par l'agriculture dans lequel ils sont engagés. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous détaille. Enfin voilà, voilà pour eux. Ensuite, après, vous verrez dans les slides que vous recevrez, j'ai listé un certain nombre de dispositifs de communication qui s'adressent à ces personnes-là et qui sont intéressants justement pour parler à ces profils-là. Je vais peut-être pas vous les détailler ici, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ce côté transmission, information, c'est des choses hyper importantes. C'est quelque chose que fait assez bien Ferme d'Avenir hein, avec son podcast Agroécologie là, qui pose des questions très précises sur comment on s'y prend, et qui tire un peu le parti de ce côté tuto qui est assez plébiscité par ce profil-là. Voilà, il faut s'inspirer évidemment de pratiques comme celle des French Agricultos, parce que bah, c'est des gens qui réussissent à fédérer, qui réussissent à influencer finalement les médias, parce qu'ils sont un réseau constitué, les Agricultos. Des journalistes vont les solliciter pour leur dire, vous auriez pas un agriculteur pour mon reportage sur l'élevage dans tel canton de je ne sais où. C'est important euh, d'être un réseau visible et d'autant plus sur Twitter où en fait c'est là que des journalistes vont chercher l'information, si vous voulez. Vont chercher l'information, vont essayer de trouver leur source quand ils vont commencer leur travail. Ce côté collectif, il compte beaucoup en fait. Euh, c'est des gens aussi, voilà, c'est des gens qui sont intéressants à engager dans la continuité de leur action. Il faut voilà montrer comment ils s'engagent, ils font cause commune, si vous voulez. Là-dessus, il y a cette campagne de la FNAB qui avait été, je crois, initiée par la FNAB, il me semble, hein. La bio à poil qui était assez intéressante parce que justement, elle tire un peu parti de ces mécaniques de faire communauté en ligne. Ça avait assez bien marché avec un hashtag qui avait été repris par des politiques, par des influenceurs, des visuels forts, des gens qui se mettent à poil dans leur champ. Ce côté très impactant, c'est des choses dont il faut évidemment s'inspirer pour engager nos volontaires optimistes. Parce que l'enjeu avec eux, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur eux? Alors, Vive midi. il y a deux petites questions. Une interrogation, le fait que c'est assez surprenant que ces volontaires écologistes se reconnaissent dans les chambres d'agriculture. Voilà. Ouais, Et puis après, une autre question, est-ce que dans les leviers d'engagement, la collaboration avec la recherche est présente? Par exemple, la valorisation de leur démarche via des articles, des communications, etc. ouais. La deuxième question est peut-être un peu trop précise pour que je puisse y répondre de manière nette et claire. C'est important, c'est intéressant de les valoriser. Je sais pas, c'est toujours intéressant de parler de leurs pratiques et ça peut les valoriser et créer un peu sentiment de fierté. Oui, je pense que c'était intéressant. Après, c'est pas des choses qu'on a questionnées en particulier, donc c'est un peu difficile pour moi de vous répondre. Sur les chambres d'agri. Il y a pas mal de manières de répondre à ça ou de le comprendre et je pense que qu'on peut en discuter parce que en fait les chambres d'agri elles mettent beaucoup en avant quand on regarde dans leur communication le côté transition, on vous accompagne etc à le faire, ce qui pourrait expliquer ce côté en fait je trouve un interlocuteur plus adapté à mes préoccupations dans les chambres d'agri que au sein de la FNSEA par exemple. C'est une hypothèse que je fais. Je sais pas, on peut en discuter, hein, peut-être qu'elle est erronée, mais je me dis que
c'est lié à ça, probablement. Ça marche. Pas d'autres questions là-dessus. Ok. Bah, on va essayer de vous parler des pragmatiques résignés et on n'aura plus que les pragmatiques optimistes à discuter ensuite. Les pragmatiques résignés. Qui sont-ils? Qui sont-elles? C'est des gens nettement plus âgés, à plus de 55 ans. Donc c'est des personnes, pour rappel, hein, qui considèrent la transition écologique comme une nécessité, mais ne souhaitent pas encourager un enfant de leur famille à devenir agriculteur ou agricultrice. Euh, c'est un profil, il a quelques points communs avec notre profil des réfractaires. La seule différence, c'est qu'ils ont une position différente par rapport à la transition. Ils ont un côté beaucoup plus, il faut que je m'adapte, c'est finalement cela. Euh, ils ont des points communs avec nos réfractaires parce que c'est des gens qui sont moins titulaires de BTS ou de licence de manière assez nette. C'est des gens qui sont plus dans un circuit traditionnel de l'agriculture, on va dire, où en fait on a une acquisition des compétences qui vient beaucoup plus de l'agriculteur cédant, par exemple. Ou aussi, voilà, du fait d'un âge un peu plus élevé, des gens qui sont installés depuis plus de 10 ans à plus 9 points par rapport à notre échantillon. Aussi beaucoup plus d'associés, donc une hypothèse qu'on est sur des exploitants, des agriculteurs et agricultrices qui sont plutôt en association avec leurs conjoints ou leurs conjointes. Euh, voilà. Ce... Intéressant de voir aussi qu'il y en a un certain nombre qui ont exercé d'autres activités sans lien avec l'agriculture avant de devenir d'exercer cette exploitation, d'exercer ce métier-là. Enfin, en termes de surface, on est sur des surfaces assez grandes, hein, de 100 à 150 hectares, de manière plus prononcée que les autres profils de notre échantillon. Point commun avec les non syndiqués mobilisés, on va les retrouver plus dans le sud-ouest. En termes de pratiques écologiques, c'est intéressant parce que ils sont moins entièrement certifiés bio que les autres, mais développent davantage de pratiques agricoles sous certification moins contraignantes. C'est des gens qu'on va retrouver par exemple beaucoup plus en HVE. C'est aussi ici qu'on va retrouver un peu plus de personnes en partie certifiées bio ou en conversion. Ce qui nous fait dire que c'est probablement aussi un profil de bons élèves qui cherchent la bonne voie finalement dans la transition, qui testent des choses, qui est pas sûr, qui a aussi un peu des difficultés à trouver ce qu'il faut faire et par là même aussi des débouchés à trouver, enfin des difficultés à trouver des débouchés dans la transition. Euh, et par rapport à ce que je disais juste avant, par rapport à les volontaires par rapport aux volontaires écologistes, ils vont pouvoir potentiellement se sentir un peu antagonisés par rapport aux volontaires écologistes dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, un 28% qui produisent sous des certifications environnementales autres que la bio, c'est assez important, hein. C'est un groupe globalement plus en conversion que les autres. Donc vraiment, ce côté adaptation, il est hyper important pour eux. Mais à noter, dans les entretiens qu'on a pu faire, un certain sentiment de découragement face aux problèmes de débouchés, des revenus auxquels ils font face. Illustration un peu de ces difficultés potentielles, c'est un rapport à métier qui est beaucoup moins passionnel que chez les autres profils. Même si c'est leur première raison, hein, la passion, c'est moins fort que chez les autres. Et enfin, le fait qu'ils soient ceux qui considèrent le plus les accords de libre-échange comme néfastes témoigne d'une forme de désillusion par rapport à ça. Je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, hein. Ces accords amenant pour eux concurrence déloyale, asymétrie des normes, etc. Je vous l'ai déjà dit. Voilà un peu pour la carte d'identité de ces personnes-là. Maintenant, concernant leurs préoccupations et comment on leur parle, eux, leur sujet principal, c'est le contexte économique. Donc les problèmes de prix, le problème de coût, comment dire, voilà, tout ce qui va avoir trait à la fluctuation des marchés, etc. C'est aussi des gens qui vont beaucoup critiquer la PAC, enfin qui vont plus critiquer la PAC que les autres et qui souffrent davantage de la surcharge de travail, des lois et des normes que les autres. Vraiment ce côté, comment dire, ouais, je ne trouve pas ma place et c'est dur voilà, c'est dur quoi. Pour autant, je sais qu'il faut que je fasse évoluer mes pratiques. Euh,
Donc le manque de débouchés, c'est un souci important pour elles et eux. Euh, Par rapport à ça et et leurs préoccupations, à voir que c'est chez eux qu'on va retrouver le plus de personnes pour qui l'interdiction des pesticides est une préoccupation. Enfin, c'est une source d'inquiétude. Euh, Sans doute du fait de, bah, en fait, moi je veux bien qu'on me les retire, mais en fait je sais pas comment faire autrement. Il y a ce côté un peu démuni face à la nécessité d'évolution du système et face à la nécessité pour eux de pouvoir vivre de leur métier. Euh, c'est des gens davantage favorables à des aides à l'hectare. Ils sont, comme je le disais, plus sur des grandes surfaces. Donc ça s'explique. Euh, et intéressant, ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure. C'est des gens qui sont aussi très en soutien des aides forfaitaires pour des petites exploitations. Sans doute qu'il y a aussi ce truc de je regrette une forme d'agriculture traditionnelle, enfin, agriculture de mes parents, celle que j'ai héritée quand je suis devenu exploitant ou exploitante, qui est en train de disparaître. C'est le segment en termes de représentation qui sont le moins bien représentés dans le débat public, peu socialisés et engagés. Euh, Quand on dit peu socialisés et engagés, c'est des gens qui organisent très peu d'événements grand public, qui ouvrent très peu leurs fermes, par exemple, au grand public, qui participent très peu à des événements professionnels, qui s'engagent moins pour défendre leurs intérêts. Voilà, donc un peu en retrait et seuls sur leur exploitation. Euh, Ils ont sensiblement plus de sympathie pour la Confédération paysanne. Donc c'est la proximité confédération paysanne, c'est quelque chose de commun qu'ils ont avec le profil précédent. Mais on voit bien que voilà, c'est un profil un peu différent quand même en termes de rapport au monde. Euh, c'est du fait de leur éloignement, c'est par contre des gens qui vont un peu moins voter que les autres, si vous voulez. Comment les toucher? Pas par les réseaux sociaux, pas par Internet, mais par des médias régionaux, en tout cas pour ce qui va être de la communication un peu générale. En termes d'information professionnelle, c'est des gens qui vont beaucoup plus se tourner vers les journaux des chambres d'agriculture pour s'informer sur l'actualité de leur secteur. Donc là, vous voyez, je vous ai pas expliqué les graphiques là, mais en fait, en jaune, c'est leur consommation média, et en noir, c'est la consommation média de l'ensemble de notre échantillon. Donc ça, comme ça, vous pouvez voir là, vraiment les différences majeures. Euh, les pragmatiques résignés, c'est sans doute un profil à qui il faut réussir à redonner confiance. Comme je vous disais, ils sont assez isolés. Ils ont le sentiment d'une perte de contrôle, de retour en arrière. Les instances représentatives sont pour eux l'apanage des groupes. C'est voilà, c'est des enjeux qu'il faut bien comprendre quand on va leur parler. Leur faible confiance en l'avenir ne favorise pas leur engagement alors qu'ils ne sont pas forcément contre la transition. Ils font même partie de ceux qui essayent, mais qui ont des difficultés à en tirer les bons revenus. Euh, euh, Ils n'ont pas d'attitude particulièrement conquérante vis-à-vis de la transition. C'est la marche à suivre. Mais en fait, ce qu'on a pu voir en discussion, c'est qu'ils se fient un peu plus à leur bon sens, si vous voulez, que à des normes qui pourraient leur être imposées. Pour les engager, il y a plusieurs pistes hein, qu'on a un peu réfléchi. Euh, il y a un peu ce côté les inciter à tester des pratiques à leur échelle avec d'autres personnes, agriculteurs issus de leur univers proche, euh, avec des mots, un langage qui est plus tourné autour de la préservation de la nature, la préservation de, comment dire, des terres, plutôt que de la notion de transition écologique en tant que telle, qui peut paraître floue chez certains. Euh, du fait de leur isolement, il faut peut-être pallier leur isolement justement, développer un réseau de tiers de confiance, intervenir auprès d'eux localement au sein de structures paysannes, agricoles, informelles, fêtes de village, voilà, fêtes de village notamment. Ce côté terrain avec eux, on pense qu'il va être enfin, il est important à privilégier avec des approches très appliquées, ancrées, euh, qui met en scène des agriculteurs réalistes, favorisant l'identification. Voilà pour eux. Un peu comme pour les autres, vous trouverez les slides dans le document, dans ce que je vous enverrai, mais on a regardé quelques dispositifs, quelques sujets enfin, qui parlent assez pragmatiques, résignés. Mais il y a toutes les démarches de certification locale, euh, départementale de, de production, qui sont en général, c'est des communications intéressantes vu que justement, elles travaillent à intégrer un peu ces personnes-là dans leur communication en ancrant une marque sur le terrain
en proposant via cette marque à ces agriculteurs et agricultrices un réseau de distribution. Voilà, ça c'est des choses intéressantes, ce côté marque locale, label local qui peut être intéressant pour les inciter à faire évoluer leurs pratiques. Alors après, l'exemple que je vous donne là, c'est pas forcément un exemple qui a des hautes exigences en termes de qualité, en termes d'environnement, mais on trouvait leur communication, la communication intéressante en tout cas, et le dispositif intéressant en tout cas. Peut-être Euh, qu'on peut prendre, ouais, puisqu'il est déjà écart, peut-être prendre les questions maintenant. Comme ça te ouais, laisse du temps pour présenter la suite. Dans tous les bien cas, sûr. effectivement, la présentation de Damien vous sera envoyée à l'issue de l'atelier. Donc voilà, pour tous les outils concrets pour parler à ces profils-là, vous pourrez vous plonger dans ces slides. Il y a une question de précision sur le terme en conversion. Est-ce que c'est votre vocabulaire de l'étude ou ça fait référence à la conversion vers l'agriculture biologique? Et une surprise, le fait, ben voilà, on pourrait imaginer que ces agriculteurs en conversion, ça les rend optimistes, et où est-ce qu'ils se convertissent, enfin, où est-ce que, voilà, c'est sans y croire, quoi. En conversion, c'est en conversion vers l'agriculture biologique. J'ai raccourci, en effet, c'est en conversion vers l'agriculture biologique. Euh, Est-ce que ça pourrait les rendre optimistes? Mais en fait, peut-être que ça l'a été à un moment donné, mais ça l'est plus parce qu'il y a ce sentiment de, on a fait des efforts, mais en fait, ça paye pas, il n'y a pas de débouché. C'est quelque chose qui les préoccupe particulièrement. Vous l'avez vu, les débouchés, et en fait, il y a ce sentiment de, ça a servi à rien potentiellement chez eux, euh, qui, euh, qui est là. Donc, pas forcément optimiste justement par rapport à ça. Mais justement, c'est pour ça que c'est important de redonner confiance justement, de remontrer que c'est des pratiques intéressantes euh, et de rassurer aussi sur les débouchés. C'est pour ça que les démarches un peu labels locaux, elles sont toujours intéressantes, quoi. Après, il y a une question sur les outils. Donc, comme je disais, vous retrouverez tout ça le détail dans les slides. Et c'est peut-être une question qui s'adresse à l'ensemble des participants. Est-ce qu'il existe des outils type fresque de la transition agricole, de la transformation des modèles d'affaires agricoles? Donc là, si vous avez connaissance, en plus des ressources de Damien, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je pense que ça peut en intéresser Ah ouais, ça serait hyper plusieurs. intéressant. Ouais. Je, Euh, ouais. Et après, peut-être une question sur le biais d'accès à l'information et aux médias. Est-ce que pour chacun de ces publics, vous avez eu des questions de ce type-là, du style, voilà, quel type de médias vous regardez, quelle chaîne de télé, quelle radio, etc. sur le nom du média en particulier? Bah, est-ce que vous êtes posé la question du biais d'accès à l'information dans les profils, comment dire, est-ce que ces profils, la question de l'exposition aux médias a un impact Ah, oui, sur oui, sur ce qu'ils disent, quoi. ouais, voilà. Non. Non, 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 on n'a pas. Je vois voilà, quel est leur environnement un peu de. Non, on n'a pas recoupé ça. En revanche, on a regardé, enfin, on l'a pas fait dans le sondage. Ce qu'on a fait dans le cadre d'une note qu'on a publiée récemment sur les mobilisations de cet hiver. On a regardé ce qui était ressorti comme principaux titres dans les journaux de TF1 pour essayer de comprendre quels sont les messages qui avaient été véhiculés dans l'espace public à l'occasion des mobilisations des agriculteurs. Euh, et on a confronté ça à ce qu'ils nous racontaient. Mais là, dans ce que je vous présente, on n'a pas utilisé ces données-là. Cette note, elle est disponible sur notre site, si jamais vous voulez la consulter, ainsi que les sources. Super, Et je peux envoyer le merci. lien d'ailleurs, éventuellement. Ah bah oui. Ou à l'issue enfin, on Oui, se le note, peut-être. puis on le mettra dans le mail qu'on enverra après. Ok, super. Bah écoute, je te propose de Ouais, te et du coup, il me reste laisser. peu de temps pour la Il te reste fin. un petit quart d'heure. Oui, mais ça va. Voilà, il nous reste que eux. Ah bah, Voilà. voilà. C'est les plus Les faciles, c'est problématiques ça? optimistes. Bah, c'est le plus gros groupe. Ouais. C'est nos 42% de personnes qui considèrent la transition comme une nécessité, qui veulent encourager un membre de leur famille à devenir agriculteur ou agricultrice. On a des gens là-dessus qui sont plus jeunes, donc davantage de moins de 40 ans, et sensiblement plus de femmes, à plus 3 points. Alors attention, plus 3 points sur un échantillon de cette taille-là, c'est quand même assez peu, hein. On est sur 6 sur cet agriculteur et agricultrice, donc ça représente pas non plus des masses de personnes. Mais voilà, un peu plus de femmes ici. En termes de profil, on a des petites différences entre mobilisés et non mobilisés ici.
Les mobilisés sont sur des très très grandes surfaces, donc à plus de 200 hectares, et plus représentés chez les éleveurs ovins et caprins. Voilà. C'est des gens aussi, dans l'ensemble, ces deux profils-là sont globalement un peu plus en viticulture et emploient plus de salariés que les autres. C'est aussi chez eux qu'on va retrouver le plus de personnes qui développent des activités d'extension de l'activité agricole sur l'exploitation. 25%, là, c'est le chiffre que je vous ai mis en vis-à-vis, qui exercent d'autres activités comme l'agrivoltaïsme, les ateliers à la ferme, etc. Voilà. À noter aussi que c'est la catégorie qui considère le plus les accords de libre-échange hein, comme utiles, mais à améliorer, et qui les considère le moins néfaste, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté passion qui est très fort avec eux. En termes de pratiques écologiques, ces agriculteurs, ils font partie de ceux qui sont le plus en conventionnel. Donc, ni bio, ni en conversion vers le bio, ni en partie converti vers le bio. Et c'est aussi les plus faiblement engagés dans des circuits courts. On a chez eux une frange un peu plus jeune et mobilisée, très intégrée dans la sociabilité agricole, qui s'engage dans les syndicats, participe à des événements grand public et professionnels, développe aussi la vente en circuit court. C'est nos petits 13% là, de mobilisés qui sont assez particuliers. C'est ce qu'on va aussi beaucoup entendre dans le débat public a priori, ces 13% là. Qu'on a aussi entendu au cours des manifestations, qui savent aussi profiter des bénéfices que le système agricole peut leur offrir, comme la DGA par exemple. Qui sont-ils? Enfin, comment leur parler? C'est le contexte climatique qui les préoccupe particulièrement. Euh, En revanche, c'est moins les normes que les autres. Ils ont, voilà, il y a aussi voilà, les enjeux économiques et administratifs qui les préoccupent un peu. En termes de priorité, ils sont plus favorables aux aides à l'hectare. Ils sont donc, comme je vous disais, sur des grandes exploitations. Il y a une corrélation là-dessus qui est indéniable. Et aux aides en fonction des pratiques environnementales. En revanche, c'est un profil un peu moins favorable aux aides encourageant à la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité. Après, c'est 81%, donc c'est quand même beaucoup. Les mobilisés, donc ceux qu'on entend, notamment ce qu'on entend dans les médias, sont ceux qui dépriorisent les aides en fonction des pratiques environnementales. Donc c'est un peu, les mobilisés, c'est un profil un peu opposant, hein, finalement, d'une certaine manière, jeunes opposants. 46% d'entre eux sont proches ou votent FNSEA. Et c'est notamment le cas de notre frange de mobilisés, de notre petit 13%. Globalement, ces pragmatiques optimistes, ils croient dans les syndicats, enfin, ils croient un peu plus dans les, comment dire, dans les syndicats comme émetteurs qui parlent bien de leurs enjeux dans le débat public. Euh, c'est aussi parmi eux qu'on va trouver les gens qui placent au plus haut les interprofessions comme émetteurs intéressants pour défendre leurs intérêts. Euh, et pour 2025, donc les élections professionnelles, c'est un public qui s'apprête beaucoup plus à voter que les autres. Aussi parce qu'ils ont un peu plus de syndiqués que les autres. Ils s'informent sur l'actualité beaucoup par la radio nationale, beaucoup plus que la moyenne. Enfin, beaucoup plus, enfin, plus que la moyenne, en gros 4-5 points de plus. Pour s'informer de manière professionnelle, ils vont aller sur les sites internet spécialisés, mais aussi la presse agricole départementale, euh, qui vont placer devant leurs collègues comme source d'information professionnelle. Comment on les convainc? Eux, il y a un peu ce côté, en tout cas pour les non mobilisés, majorité silencieuse à conquérir, euh, avec pas mal d'enjeux avec eux, hein, le fait qu'il faille continuer à les informer sur les bénéfices de l'agroécologie, sans pour autant, encore une fois, renforcer le clivage avec un clivage perçu avec les écolos. C'est des gens qui sont potentiellement plus aisés économiquement, qui peut aussi expliquer leur appartenance à la majorité silencieuse. Donc, il faut le prendre en compte aussi ça quand on va leur parler. Donc, du fait de leur aisance économique, c'est aussi peut-être des gens qui ont moins intérêt à ce que ça change, à ce que le système change. Pareil, c'est un enjeu à intégrer quand on va leur parler. Il faut mettre en avant les bénéfices en fait concrets, directs, que peut leur apporter la transition de leur pratique. Et quand je dis bénéfices, je parle de bénéfices économiques, de rendement même qu'il faut vraiment souligner et pas hésiter à souligner. Il y a ce côté peut-être un peu leader qui est intéressant à travailler avec eux, en les faisant adhérer à un discours sur la pérennité des modèles agricoles, dépasser l'opposition
aussi avec les écologistes par justement ce côté un peu projection dans l'avenir, pérennité, qui était quelque chose autour desquels on peut les rassembler. Évidemment, capitaliser sur la fierté. Donc, voilà, pour les engager concrètement, important de parler de l'avenir de la profession, du fait que cet avenir est lié à l'avenir de la planète, leur apporter une vision de l'avenir positive et source de nouveaux débouchés. Toujours ramener les choses un peu à l'économie, hein, faut pas le négliger ça, quand même, avec eux. Euh, du fait que là-dedans, on va retrouver des gens qui ne s'expriment pas, bah, intéressant de raconter l'histoire de ceux qui ne s'expriment pas. Proposer des séries de contenus sur ces agriculteurs en particulier, pas forcément bio, mais ceux qui sont en transition ou qui cherchent à faire leur transition. C'est intéressant aussi de valoriser ceux qui font des efforts, qui se posent des questions. Et ça pourrait justement contribuer à enfin, réduire un peu le clivage perçu qu'il peut y avoir entre des pratiques agroécologiques et des pratiques conventionnelles. Euh, Important avec eux aussi de privilégier une approche technique très documentée dans la presse agricole, dans les sites spécialisés. Et en termes de com, s'inspirer des interprofessions qui ont bien compris comment les engager autour de leur fierté d'exercer leur métier. Voilà pour eux. Et du coup, voilà pour moi. Voilà, encore une fois, vous avez des exemples à la fin de dispo qui parlent d'eux. Euh, mais typiquement, au SIA, on a beaucoup de gens qui essaient de s'adresser à ces personnes-là, par exemple. Notamment des Lidl ou des gens comme ça qui sont dans des postures très de proximité avec ces gens-là. Donc c'est intéressant de s'en inspirer. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Damien. C'était hyper intéressant. Ça donne plein d'idées. En tout cas, ça donne envie de creuser toutes les ressources que vous avez mis aussi là-dedans. Donc, un grand merci en tout cas Ouais, je suis d'avoir de désolé nous avoir de, présenté tout ça. ouais, je suis désolé d'avoir un peu tiré le timing. Voilà, voilà, c'était la première fois que je la faisais aussi cette présentation, donc je saurais comment m'adapter à l'avenir pour mon Très timing. bien. Pas de souci. On est quand même dans les temps. On a quand même un peu de temps pour prendre des questions. Donc, tout va bien. Ah oui, peut-être donner, comme tu l'as fait pour les autres, un ou deux exemples pour le dernier public. Tu l'avais fait pour les deux autres, donc Ouais, juste peut-être un. bah en fait, moi je trouve intéressant la communication de Lidl, par exemple, par rapport à ces personnes-là. Je dis pas qu'il faut être comme Lidl. Lidl, ils ont des énormes moyens. Mais en tout cas, en termes de posture de proximité, il y a le patron de Lidl qui a réussi à être quelqu'un, un tiers de confiance pour les agriculteurs. Parce qu'ils ont depuis des années un stand hyper présent sur le SIA. Lui, il va sur des plateaux d'influenceurs YouTube, etc. Euh, et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'offre Lidl. Il y a un truc vraiment hyper complet avec eux. De quoi je peux vous parler d'autre? Le côté aussi belles histoires. Raconter des belles histoires. Les bonnes nouvelles de l'agriculture, c'est quelque chose qui peut aussi les engager, qui peut les intéresser. C'est ce que fait le groupe Réussir avec AgriGood News, par exemple, avec des choses un peu plus décalées sur l'agriculture, peut-être moins, voilà, peut-être moins techniques, mais qui engagent aussi d'une certaine manière. C'est des gens qu'on va pouvoir toucher un peu comme ça aussi. Voilà, important aussi d'avoir une approche aussi un peu précise et chiffrée sur les bénéfices de certaines pratiques. Je passe vite, hein, mais ah oui, voilà, un autre exemple que je trouve intéressant. Alors, la CGB, ils ont des énormes moyens, c'est une interprétation assez puissante, hein, mais ils ont fait cette mascotte. On en pense qu'on en veut, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est une mascotte, ça crée un peu ce truc de, on se retrouve autour de quelque chose. C'est un véhicule de communication avec le grand public. Nous, c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît en tant qu'agriculteur ou agricultrice. On va pouvoir avoir un sticker de la mascotte sur son tracteur. Enfin, tout ça, ce côté incarnation par quelque chose. Je trouve ça assez intéressant pour engager ces pragmatiques optimistes euh, et les engager davantage. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ah, il y avait deux questions qui ont été posées au tout début qu'on n'a pas traitées, donc je les pose là. Du coup, ça, on s'éloigne un petit peu peut-être de la segmentation, mais il y a la question des. Est-ce que vous avez abordé les projets de style méthanisation qui pouvaient être des sources de revenus pour les agriculteurs?
Oui, donc on a posé la question des activités complémentaires exercées sur les exploitations. Euh, on a donc dedans il y avait méthanisation, il y avait agrivoltaïsme, il y avait transformation, voilà, vente directe à la ferme. Euh, on a juste des chiffres si vous voulez. Et on peut vous dire qu'on a 20% de notre échantillon qui exerce des activités comme ça, mais je ne pourrais pas vous dire précisément sur méthanisation ce qu'on a comme données. Ce qu'on a eu en entretien, c'est des choses autour de ouais, mais moi je veux bien faire ça, mais en fait mon métier c'est pas de produire de l'énergie, c'est de produire de la nourriture, c'est de nourrir le monde en fait. Voilà, il y a ce truc-là qui est ressorti chez certains conventionnels en tout cas. Ce côté, en fait, mon métier, c'est de produire la nourriture et pas de l'énergie. C'est tout ce que j'ai comme élément là-dessus en tout cas. Ça marche. Et après, il y avait une question, tu l'as un petit peu abordée dans les différents profils, mais sur la place des pesticides dans la perception de la transition écologique par les agriculteurs, notamment le fait que dans la mobilisation de cet hiver, on avait l'impression que c'était la même problématique pour tous les agriculteurs, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, Hmm. effectivement, on cite la carte Adonis de Solagro, on voit que c'est quand même pas du tout les mêmes problématiques qu'on soit en viticulture, en grande culture, en élevage. Donc, Oui, alors les pesticides, c'est cité par 4% de nos répondants comme l'interdiction des pesticides, c'est une préoccupation seulement pour 4% des personnes qu'on a interrogées. C'est en fait sur les pesticides, il y a comment dire, il y a un discours qui est bah oui, évidemment, moi j'ai pas envie d'en mettre. Je parle des conventionnels hein, qu'on a pu interroger. Évidemment, j'ai pas envie d'en mettre. Ça me détruit la santé. Je le fais quand je le fais, je mets un masque. Ça me fait pas du tout plaisir. Il y avait ce truc-là qui sentit énormément. Euh, il faut quand même voir qu'il y a ce côté. Et donc oui, j'aimerais dans l'idéal pouvoir réduire mon usage de pesticides. Et du coup, la réponse éco-phyto, mise en pause de l'éco-phyto, etc., elle me paraît complètement idiote par rapport à la réalité du métier d'une certaine manière. Après, en revanche, moi, là, je cite toujours les agriculteurs avec qui on a pu parler. Moi, j'ai besoin d'avoir des solutions par rapport à ça. Enfin, je veux bien m'en passer, mais qu'est-ce que j'ai en face, quoi. Euh, le sujet des pesticides, si vous voulez, il, enfin, il est loin derrière les enjeux, les questions économiques, si vous voulez. Voilà, en termes de préoccupation. Après, il faut pas le balayer d'un revers de la main parce que c'est quand même quelque chose de laquelle sont dépendants énormément de personnes dans leur pratique. Et qui aujourd'hui, du jour enfin, ont du mal à se projeter dans une évolution radicale de leur pratique qui peut aussi prendre du temps. Voilà. Mais oui, c'est des drôles sur la mise en pause des cofito. Il y a des gens qui nous ont dit, bah, c'est bien gentil, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on demandait, quoi. hum, Et ça, c'était intéressant de voir. hum. Ouais, ouais, je trouve ça, enfin, c'est assez fou de voir ce que vous ressortez par rapport à la perception qu'on peut en avoir de le monde agricole pense que dans les médias, etc. Et vous, la différence de ce que vous arrivez à mettre en Ouais. avant avec vos travaux, c'est Bah ouais, incroyable. ouais. Enfin, je trouve ça. Bah, Mm, c'est le sens un peu de la note qu'on a faite à la fin du mois de mai. Et c'est marrant parce que ce côté euh, écolo vs agri, il n'est pas du tout ressorti en opinion publique aussi. On a fait un sondage récemment grand public sur qu'est-ce que vous avez retenu des mobilisations des agriculteurs. Tout le monde nous a dit c'est le revenu le problème. Donc en fait c'est bon, c'est le sujet, il est bien là pour les agriculteurs et il est perçu comme tel dans l'opinion publique. Voilà, c'est pas un sujet. Enfin voilà, on en est là quoi. mm. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui agit sur le 4%, c'est un chiffre à avoir en tête, enfin, alors qu'on fait croire que c'est Mm. un problème central et en fait, non, quoi. Donc, très, très, très utile vos travaux. Je pense que ça servira à beaucoup de monde. Donc, merci encore, Damien, d'avoir accepté enfin, en tout cas, d'avoir, voilà, proposé ce temps de présentation de vos travaux au sein de l'Alliance Alta. Peut-être que tu voulais dire un mot en conclusion sur vos événements à Oui, venir. oui. Alors bah déjà merci tout le monde pour votre attention. Et je suis désolé de ne pas pouvoir avoir eu assez de temps de discuter avec vous. Pour continuer la discussion, donc cette présentation, elle va faire l'objet d'une journée que j'organise le 12 juillet prochain à la Maison du Zéro Déchet à Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, on va voilà justement se parler de comment parler à la transition écologique aux mondes agricoles avec
vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus. Je crois qu'on pourra vous envoyer le lien d'inscription, hein, si vous voulez ensuite. La journée, elle sera introduite par Valérie Noël, Mathieu Courgeot pour le collectif Nourrir, Suzanne Gorge pour Terra Nova et Lucas Francou chez nous pour Parlons Climat sur justement cette question de mobilisation. Donc, la matinée sera consacrée aux agriculteurs, l'après-midi sera consacré au grand public et aux questions de comment on parle de transition agricole et alimentaire au grand public. Donc, vous êtes les bienvenus et évidemment d'ici là à dispo pour discuter avec vous. Voilà. Super. Bah, écoute, merci encore. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cet atelier. J'espère que voilà, ça vous a nourri dans vos réflexions. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, si vous avez des questions, ou enfin, ça suscite des réactions à nous écrire. On vous enverra effectivement donc tous les liens dont parlait Damien, puis la présentation à l'issue de cet atelier avec un petit questionnaire dont on aimerait bien avoir vos retours sur voilà, ce qui vous a plu ou moins plu dans cet atelier-là. Mais en tout cas, ça serait très chouette d'avoir vos retours. Un grand merci. Donc, bah, rendez-vous le 12 juillet pour ceux qui iront à la journée proposée par Parlons Climat. Et puis, je vous rappelle aussi le 24 septembre pour les rencontres nationales d'Alta si vous souhaitez ben voilà, participer à cette dynamique collective. L'objectif d'Alta, c'est aussi de mettre en avant tout ce que font les alliés sur les thématiques des transitions agricoles et alimentaires. Donc, comme là aujourd'hui avec Parlons Climat. Donc voilà, vraiment, c'est une dynamique collective. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre si c'est pas déjà le cas. On reste à votre disposition. Et ben, merci à tous et à bientôt. Bon Merci, au appétit. revoir.